5 sur 7 matin, bienvenue dans le débat matinal, bienvenue dans le forum de discussion. Faut-il continuer par faire cavalier seul? C'est peut-être l'heure des grandes réflexions pour les partis de moindre envergure de la majorité présidentielle. Ils n'ont ni député ni maire, mais soutiennent les actions du président de la République. Ils ont d'ailleurs contribué à sa réélection en 2021 en le choisissant comme candidat. Sauf qu'aujourd'hui, avec la modification du code électoral, évidemment, Moël Béné Renaissance nationale se trouve à la croisée des chemins. Continuer l'aventure en solitaire, quoi qu'elle peut s'avérer périlleuse, ou former un plus grand ensemble avec d'autres partis politiques, ce qui suppose une aliénation des forces. En tout cas, si ces deux formations veulent continuer par résister, il leur faut faire des choix judicieux pour maintenant et pour l'avenir. Les responsables de ces partis ont été reçus la semaine dernière par le chef de l'État, Patrice Talon. On évoque bien évidemment cette actualité. Et puis, en interactualité, au Mali, la junte durcit le ton. Les activités des partis politiques et les activités à caractère politique des organisations de la société civile sont suspendues jusqu'à nouvel ordre. L'annonce a été faite le 10 avril dernier par le porte-parole du gouvernement, le colonel Abdoulaye Maïga, qui a lu devant les journalistes un décret du Conseil des ministres pris par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta. La principale raison ayant conduit à cette décision est, à en croire les explications du porte-parole, la nécessité d'instaurer un climat de sérénité en attendant les conclusions du dialogue national intermalien lancé en décembre dernier par le président de la transition, qui est censé trouver des solutions aux problèmes du pays. Il a aussi évoqué, je cite, la hausse des actions de subversion des partis politiques et de leurs alliés, fin de citation, à un moment où le défi sécuritaire reste encore entier. Faut-il s'inquiéter pour le Mali? Nous allons voir cela de plus près. Mais alors, où va la planète? L'Iran a lancé plus de 300 drones et missiles contre Israël dans la nuit de samedi à dimanche en réponse à une frappe contre son consulat à Damas, la première attaque directe jamais menée par la République islamique contre le territoire israélien. On en parle avec autour de la table deux francs-parleurs du lundi. Francis Lojata. Allez, bonjour et bienvenue. Bonjour Eman. Comment allez-vous? Je me porte très bien. Plaisir de vous retrouver. C'est moi qui suis très heureux d'être associé à cette réflexion avec mon cher ami Moïse. Alphonse Moïse Soudé, justement, journaliste, analyste politique. Bonjour et bienvenue. Bonjour à vous, Eman. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Francis. Et on sera rejoint tout à l'heure par Morgane Assoba Metondi, consultant géopolitique. On va prendre son avis, bien sûr, sur l'actualité au Mali et bien évidemment au Moyen-Orient avec cette frappe donc de l'Iran sur Israël. L'État hébreu, on en parlera tout à l'heure. Mais avant, pour planter le décor du premier sujet en débat ce lundi matin, on va revoir ce reportage produit par Marcel Arcosi qui était au palais de la Marina quand Patrice Talon a reçu Jacques Ayadi et ses compères, de même que Claudine Afiavi Prudencio et c'était responsable du parti Renaissance nationale. On regarde. Moël Béné et Renaissance nationale, deux partis différents, même combat. Chacun, à sa façon, apporte son soutien à la gouvernance de Patrice Talon à la tête du Bénin depuis plusieurs années. En route vers les premières élections générales du pays, ils se montrent tous enthousiastes quand ils répondent à l'appel de leur leader. N'ayant pas des élus à l'Assemblée nationale ou dans les municipalités, le principal canal de communication mais également de concertation demeure nos rencontres autant officielles qu'officieuses avec la première autorité. Donc au cœur de nos échanges, la coordination de l'action gouvernementale au sein de la majorité présidentielle, le rapport de notre parti avec les autres partis ainsi que la préparation naturellement des échéances à venir. Une occasion pour le chef de l'État d'affirmer son attachement à Moël Béné. Sa reconnaissance à ce que Moël Béné fait à ses côtés depuis 2018. Le chef de l'État a dit qu'il est satisfait de ce que nous avons comme mosaïque aujourd'hui de la majorité présidentielle qui l'accompagne. Pas d'instruction, mais des échanges cordiaux. Le nouveau code électoral qui relève les conditions d'accès aux différents postes avait sa place au menu.
Naturellement, nous parlons de partis politiques, le code électoral, est-ce qu'il régit la vie de ces partis politiques-là? Oui, le code électoral a été évoqué, l'intention qui a prévalu au vote de ce code électoral a été davantage clarifiée et le parti Renaissance nationale demeure droit dans ses bottes, soutient toujours l'action du gouvernement pour que les objectifs de réforme promis au peuple béninois soient atteints. Ce que nous savons à Moyen-Bénin, c'est que nous sommes un parti républicain, un parti qui est respectueux des lois de la République, un parti qui est respectueux des institutions de la République. Si le corpus législatif ou institutionnel du Bénin conduit à un autre code, ben nous on est là seulement pour respecter. La naissance dans les prochains jours d'un cadre d'action concerté pour les 4 partis alignés derrière le chef de l'État ne devrait point surprendre. Voilà donc quelques éléments d'appréciation liés au sujet. Francis Elojatade, Moël Bénin et Renaissance nationale reçu par Patrice Talon. C'est sans doute pour le chef de l'État l'occasion de témoigner sa fidélité vis-à-vis aussi de ces 2 partis qui soutiennent fondamentalement son action. Je crois que le chef de l'État a entrepris depuis quelques semaines, quelques mois, des contacts avec sa famille politique. D'abord avec les partis qui ont eu des élus au Parlement et dans les municipalités, et puis par la suite les autres partis de moindre envergure, que sont Moël Bénin et puis la Renaissance nationale. Ce qui est normal, vous savez évidemment que le chef de l'État c'est un très bon capitaine, quelqu'un l'a dit ici, je crois que M. Awali l'a dit. Et sous le commandement d'un bon général, il n'y a pas de mauvais soldats, mais il y a quand même des soldats qu'il faut recadrer. Et le chef de l'État avait une préoccupation. En fait, il veut aller à la création imminente d'un cadre de concertation pour regrouper sa famille politique. En fait, les 4 grands partis qui l'accompagnent. Je les appelle grands partis parce que pour moi, il n'y a pas de petits partis. Mais il y a des partis de moindre envergure. Oh, mais tant mieux. Je crois que les partis faisant l'effort de respecter les exigences nouvelles du code et de pouvoir couvrir le territoire parce que les partis ont vocation à porter évidemment les aspirations profondes des populations, ce qui oblige ces partis à être des partis d'envergure. Vous convenez avec moi que le chef de l'État, dans sa démarche, a une préoccupation. Parce que les 3 points qui ont été abordés, je crois que c'est d'abord la Renaissance nationale qui a été reçue à 9h, ça a duré 1 heure environ, et puis à 10h, Moël Bénin, 1 heure aussi. Il y a eu 3 préoccupations. La première, c'est que c'est le rôle de ces partis dans la mouvance présidentielle. Deuxièmement, le second point, c'est le positionnement de ces partis sur l'échiquier national. Et enfin, troisièmement, l'organisation de la mouvance présidentielle. Et je crois qu'en fait, ce qui a préoccupé le chef de l'État, c'est surtout l'organisation. Puisque depuis l'avènement du chef de l'État, vous savez que quand il prêtait serment le mercredi 6 avril 2016, il avait dit que l'urgence était aux réformes politiques. Donc, il est dans une dynamique. Et dans sa philosophie, c'est qu'il faut aller à la formation de grands ensembles politiques pour que des acteurs politiques majeurs naissent de ces formations pour porter la vision globale du pays. Je crois que c'est dans cette dynamique. Et compte tenu, évidemment, des actes légaux qui ont été posés, en fait, la position législative au Parlement, et avec tout ce qui a tourné autour, la polémique autour du code électoral, le chef de l'État devait évidemment échanger avec ses différents partenaires politiques. Curieusement, c'est que j'ai eu en fait l'honneur d'échanger avec certains de ces responsables qui ont été reçus par le chef de l'État. J'ai compris évidemment que le chef de l'État avait des points transversaux, la question de la création du cadre de concertation, en fait un cadre pour les actions concertées pour la mouvance présidentielle, mais concernant, je crois, Moël Bénin, il ne s'est pas agi des questions liées au code électoral. Bon, mais le chef du parti, en fait Moël, à la sortie, s'est prêté à une question des journalistes. C'est ce qui a fait évidemment qu'il a dit que si le corpus législatif conduit à un code, qu'ils sont là pour respecter. Je crois que c'est un acte républicain, c'est démocratique, mais quand vous avez suivi monsieur le porte-parole en fait de la Renaissance nationale, il a dit que au cours des échanges,
le chef de l'État leur a clarifié les intentions qui ont présidé à la mise en place de ce code. Mais je crois que, in fine, ce qui préoccupe le chef de l'État, c'est permettre à ces partis d'être plus performants. En fait, c'est le souci de rendre plus performants les partis, de sorte que pour les échéances de 2026, ils s'assurent la victoire. C'est en fait en clair pour les besoins d'efficacité et de réussite que le chef de l'État a décidé de chanter avec eux, tout en les encourageant, parce que c'est dans une ambiance assez conviviale et empreinte, je crois, de cordialité. Et je crois que les partis ont été très intéressés. Parce qu'à la sortie, c'est dans un enthousiasme quasi délirant qu'ils ont prêté. Ils sont prêtés à réussir devant la presse. J'aime bien l'expression. Oui. Alors, Alphonse Moïse Soudé, on sait que le parti Mouel Bénin a formulé quelques observations en son temps quand le nouveau code électoral avait été adopté, a relevé évidemment quelques réserves par rapport à ces nouvelles dispositions qui encadrent désormais les élections dans notre pays. Est-ce que c'est peut-être le moment pour Patrice Talon également d'expliquer le fond de cette mesure à Mouel Bénin pour que le parti puisse comprendre davantage et probablement y adhérer totalement? Oui, le pessimisme dont a fait preuve Jacques a dit à la sortie de l'audience prouve que bon... Pessimisme par rapport à quoi? Non, l'optimisme, pardon. L'optimisme dont il a fait preuve, parce qu'il parlait avec joie au cœur, montre qu'avec le chef de l'État, ils se sont entendus sur un certain nombre de réalités. Le chef lui a expliqué les conditions dans lesquelles on a pu avoir ce code-là. Donc aujourd'hui, pour moi, c'est le moment de faire l'addition en politique. En politique, on ne fait pas des soustractions. C'est vrai que Jacques Mouel Bénin fait partie de la mouvance, mais il faudrait que les partis de la mouvance se retrouvent. J'avais dit que dans le cadre de l'étude du code électoral, qu'on devait concerter tous les partis de la mouvance. C'est vrai qu'il a émis des réserves, mais malheureusement, ces réserves n'ont pas été prises en compte. Donc je dis, c'est le moment de resserrer les rangs. Chaque parti doit pouvoir retrouver sa place. Parce que les élections générales, si vous n'arrivez pas à avoir d'élus, c'est pas bon pour votre parti. Que ce soit au niveau des communales, des législatives, vous devez quand même lever des sièges, tout au moins des conseillers municipaux, communaux, ou tout au moins un député. Donc je crois que le chef est en train de rassembler les partis de la mouvance. C'est vrai que je prends souvent l'image d'un chantier. Quand Mouel Bénin Renaissance Nationale, moi je les appelle les apporteurs d'eau. Si vous êtes sur un chantier que vous voulez construire, vous avez besoin de tout le monde. Nul n'est indispensable. L'apporteur d'eau, il faut qu'il envoie l'eau pour que l'on puisse pétrir le ciment avec le sable. Donc chacun doit jouer son rôle. Mais je crois que l'autre perspective qui est possible, c'est que bon, on peut créer un troisième bloc, pourquoi pas. Si les deux partis de la mouvance ne veulent pas se fondre dans les deux grands partis, ils peuvent se mettre ensemble pour former un troisième bloc, si tant est qu'ils désirent avoir des élus pour 2026. Mais moi, je crois alors, on a reçu en première par ici, il était assis là juste à la place de Francis Rodrigue, qui est donc le directeur de l'information et de la communication de Mouel Bénin et qui faisait comprendre que Mouel Bénin n'a aucune intention de se fondre dans aucun autre parti politique. Mouel Bénin a bien l'intention de continuer sa marche. Après, si d'autres partis estiment le besoin, par peut-être conformité idéologique, de se joindre à Mouel Bénin pour continuer la lutte, pourquoi pas? Mais Mouel Bénin n'a aucune intention de se fondre ou risque de disparaître. C'est leur choix. Mais le temps est le père de la vérité. Il faudrait que, en 2026, Mouel Bénin puisse lever des sièges. Quand vous voyez cette affaire de 20% par circonscription électorale, est-ce que ça va porter? Mouel Bénin, moi je dis, j'ai déjà vu Jacques Ayadji avec son parti travailler avec l'UPR dans le cadre des élections communales. Et pourquoi pas ne pas se mettre ensemble? Parce que quand vous êtes un parti politique, on a organisé plusieurs échéances. Vous devez vous asseoir pour faire le point. Depuis qu'on fait les élections, je n'ai pas encore levé un siège. Et si tant est que je veux continuer par faire de la politique, il faut que je m'associe à ceux qui peuvent m'aider à lever des sièges. Bon, c'est vrai que qu'il m'en excuse tout à l'heure, moi, il m'a pas du tout convaincu. Il m'a pas du tout convaincu, c'est tout ce qu'il a dit. Je l'ai suivi tranquillement. J'ai dit, bon, il n'a pas convaincu. On n'est plus à cette étape où on dit, je suis un parti, je veux évoluer en solo. C'est pas possible. Même au niveau de l'opposition. Mais Mouel Bénin veut incarner une nouvelle alternative politique. Mouel Bénin estime aujourd'hui qu'ils ne sont pas la résultante
d'accord, d'anciens partis politiques, on va dire, voilà, qui se sont associés pour former un tout nouveau parti politique. Mais eux, ils incarnent une nouvelle alternative politique avec des idéologies claires, avec une idéologie claire, une vision, des objectifs. Mais il va falloir que Moël Béné travaille davantage. Parce que vous ne pouvez pas être un parti politique, vous avez une nouvelle idéologie, mais en matière d'élus, vous n'avez pas d'élus. C'est pas là. Parce que il faut être là où on décide. Vous allez voir chaque fois qu'il y a un débat, Moël Béné se prononce. Mais je me suis rendu compte que personne ne tient compte des opinions de Moël Béné. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que vous faites dire qu'on ne tient pas compte des opinions de Moël Béné? Vous avez vu les propositions de Moël Béné par rapport à la relecture du code. Est-ce qu'on en a tenu compte? Non, on n'en a pas tenu compte parce que les gens estiment que ce sont des partis de moins d'envergure nationale. Je dis, il faut que, si Moël Béné veut impacter la politique béninoise, il faut que Moël Béné se retrouve à des endroits où ses points de vue seront pris en compte. Parce que si vous êtes un parti politique, vous avez de très belles idées. Mais si vous ne vous associez pas à qui de droit pour pouvoir imposer votre point de vue, vous allez faire de bons développements, vous allez avoir un bon projet de société, mais vous n'aurez personne derrière vous. La preuve, en 2021, c'est Moël Béné qui a été le premier parti politique à proposer le président Patrice Talon à sa réélection. Mais qu'est-ce qu'on a fait de la suite? Après, qu'est-ce qu'on a fait de Moël Béné? Rien. D'accord, très bien. Alors, Francis Elojatale, Moël Béné et Renaissance nationale, quel rôle peuvent-ils jouer aujourd'hui au sein de la majorité présidentielle, quand bien même le cadre de concertation annoncé va prendre forme? Quel rôle peuvent-ils jouer ces deux partis politiques? Je crois qu'il faut avoir une lecture plurielle de la situation. Premièrement, c'est que Moël Béné est jaloux de son autonomie, son indépendance, et j'allais dire à la limite de sa virginité. Parce que Moël dit que ce parti porte une idéologie et se différencie de l'ensemble des partis qui animent la vie politique, parce que quand on voit l'écosystème politique au Bénin, Moël Béné se démarque. Mais quand on va à l'évaluation, parce qu'il y a quand même un baromètre, pour voir, du point de vue de la performance, on n'a pas vu Moël siéger, par exemple, au niveau du Parlement et au niveau des municipalités. Donc, Moël a des efforts supplémentaires à faire pour affirmer sa présence sur l'écosystème politique du pays. La Renaissance nationale a fait des efforts parce que dans sa mutation, partie de l'UDBN pour la RN, il y a des structures à mettre en place pour assurer le maillage territorial. J'espère bien qu'il y a une dynamique en cours qui leur permettra de faire l'ancrage. Alors, est-ce qu'ils ont le temps? Est-ce qu'ils ont le temps? Parce que le temps n'est pas forcément leur meilleur allié sur le coup. Il y a une échéance à venir, il faut aller vite. Ils le savent mieux que vous et moi, parce qu'ils savent qu'en politique, le temps est à la fois un allié et un ennemi. Donc, il faut pouvoir décliner les actions dans les meilleurs délais. Mais ce que je retiens, c'est que il y a une recomposition de la classe politique qui est en cours au regard des exigences du nouveau code. Et il est fort probable que nous allions à un grand ensemble à l'intérieur duquel il y aura plusieurs courants. Et le cas de concertation qui est en train d'être envisagé, ce cadre sera constitué de 4 partis, avec 2 représentants par parti, dont le président du parti. Je crois que ça permettra, je suis sûr que le chef d'État, il a une vision qui permettrait de simplifier le paysage politique. Parce qu'il ne sert à rien absolument de dire qu'on est parti politique. Les partis ont vocation à conquérir, à exercer le pouvoir à différents niveaux. Maintenant, ce qui est vrai, il est plus facile d'aller au sommet, de parvenir au sommet, mais y rester, y demeurer, ce n'est pas évident. Ce n'est pas exclu que les partis qui sont dits de moins d'envergure éclipsent les autres partis qui affirment aujourd'hui leur suprématie sur la scène politique. Il est question des stratégies et du travail de fond qui va se faire. Donc, si les partis politiques veulent continuer à animer la vie politique et accompagner le chef de l'État dans l'atteinte de ses objectifs, ces partis doivent pouvoir suivre une ligne de conduite et être plus performants. Est-ce que vous pensez que le chef de l'État peut instruire, d'accord, Moël Béné par exemple, ou la Renaissance nationale, à l'idée que s'ils comptent vraiment, ou la meilleure façon pour eux de soutenir sa dynamique serait peut-être de se mettre ensemble pour être plus fort et avancer ensemble? Le chef d'État, en fait, c'est un démocrate, il ne veut pas imposer son dictat. Il y a des conditions qui sont là inscrites dans le code et dans la charte des partis politiques qui vont probablement disqualifier des partis. Parce que si on veille à l'application
après un certain nombre de consultations, deux consultations, si vous n'avez pas présenté des candidats, vous êtes contraint à disparaître. Donc bientôt, vous et moi, nous viendrons procéder à l'évaluation pour voir calculer le taux de mortalité ou de morbidité des partis politiques. Il ne suffit pas de faire des déclarations incantatoires. En politique, c'est les résultats qui comptent. Moi, j'ai du respect pour tous les partis politiques. Et je veux que la scène politique soit animée autrement. Puisque depuis 1990, vous savez évidemment qu'on a libéré les partis politiques. Donc on doit faire dans Moi, le Bénin aujourd'hui porte quand même évidemment ce germe de politique, d'animation vertueuse de la vie politique. On peut se dire qu'il pourrait constituer une alternative. Écoutez, je ne sais pas si vous avez lu un peu sur François Bayrou, la troisième voie en France. Ben, il a quand même des idées ingénieuses. Mais la troisième voie n'a jamais réussi, en fait, n'a pas pu. Mais ce qui est vrai, c'est que je lis que Mouel Bénin a des jeunes cadres. Ce qui est vrai, c'est des jeunes cadres. Bon, maintenant, il faut être capable de produire des résultats. L'environnement politique, tel que c'est, est-ce que ça permet à Mouel d'être performant seul? La question est là. Donc, il y a des réflexions pertinentes qui doivent être menées pour voir quelle est, à l'évaluation, nos forces réelles. Parce qu'il faut voir les forces en présence. Vous voyez évidemment que les autres partis ont de l'avance. Un parti qui a réussi à avoir des élus et qui est éligible, par exemple, aux critères de financement, qui bénéficie des ressources publiques pour animer la vie politique, a plus d'avantages qu'un autre parti qui doit débourser et en fait financer ses activités sur les cotisations des adhérents. Vous savez comment elles sont cotisées, je ne veux pas dire, puisque j'ai côtoyé les partis politiques. Et je sais que Mouel, il faut avouer qu'il y a un président qui a un passé, un profil syndicaliste, donc à la limite contestataire. Mais les exigences démocratiques l'obligent à avoir un regard plus large, plus ouvert, plus panoramique, dans la perspective d'inscrire son parti dans la durée. Parce qu'évidemment, bientôt, en 2026, le chef d'État va partir. Le 4e dimanche du mois de mai, conformément à l'article 153, alinéa 3 de la loi 2019-40 du 7 novembre 2019, le prince Talon va passer service à son successeur. Le paysage politique, parce que vous savez qu'on a vu, vous avez vu quand vous interrogez l'histoire politique du Bénin, des partis sont nés avec des présidents et ont disparu parce que les partis naissent qui ne durent que le temps d'un président. Et c'est ce que Mouel Bénin veut enfin, Mouel Bénin ne veut pas subir le même sort. Mais où est la jauge? Le baromètre est là, on va apprécier. Très bien. Alors, si vous permettez, on va recevoir Maurice Tanton pour les avis des internautes. Que vous inspire la création annoncée d'un cadre de concertation des partis de la mouvance présidentielle incluant Mouel Bénin et Renaissance nationale? Voilà la question que nous avons adressée à nos amis internautes. Maurice Tanton, bonjour. Bonjour, Rodrigue Herman Amengan, bonjour à tous et bonjour à toutes. La question du jour de ce lundi a inspiré évidemment nos amis internautes et téléspectateurs. Ils ont été quelques-uns à livrer leurs analyses et leurs commentaires sur notre page Facebook. Je vais vous donner donc lecture rapidement du condensé de ces avis. On va commencer avec Frédéric Lali qui nous dit « Je pense que c'est pour la bonne marche des activités politiques et électorales à travers le système partisan. Les partis de même obédience politique doivent se mettre ensemble et définir un projet, établir des stratégies. Par ailleurs, ce cadre de concertation permettrait de recadrer les ardeurs des uns et des autres, estime Frédéric Lali. À la suite de cet internaute, il y a Metonou Piclaver à Daou qui nous dit qu'il n'est jamais tard pour pas faire les choses et seul on ne voit pas tout. Donc il faut d'autres personnes pour indiquer ce qui est non loin de ce qu'on voit déjà, alors que les fruits de cette bonne initiative soient pris en compte pour un avenir meilleur, écrit Metonou à Daou. Philippe Bokodaro nous écrit que c'est le système partisan qui est en marche ainsi et c'est très bien de changer les anciennes méthodes de la politique au Bénin. Autre commentaire sur la question du jour, cette fois-ci signé Roscoe Totin qui nous dit que cette initiative prouve concrètement la faiblesse du bloc républicain et de l'Union progressiste Le Renouveau, dont certains membres peuvent penser que leurs partis sont d'envergure nationale alors que c'est le contraire. C'est vrai que les partis Mouel Bénin et Renaissance nationale sont presque morts, mais comme ils sont sollicités à présent par la mouvance présidentielle, ils vont certainement exiger des choses pour les élections
de 2026, ce qui ne serait pas du goût des autres partis car la concurrence est rude, analyse donc Roscoe Totin qui continue en disant que Moël Bénin et Renaissance nationale soutiennent les actions du président Patrice Talon et non son parti politique, alors ils pourront changer de veste à tout moment. Encore deux commentaires rapidement ce matin. Malkov Azan nous dit que l'idée de création d'un cadre de concertation des partis de la mouvance présidentielle incluant le Moël Bénin et la Renaissance nationale est, à mon humble avis, une très bonne initiative. La mouvance semble plus se préparer pour les joutes électorales à venir avec la création des coalitions pour étendre cette tentacule sur le territoire national, histoire de renforcer son enracinement. Et c'est ce qu'il faille d'ailleurs faire du côté de l'opposition, suggère Malcolm Azan. Le cri dans le vide pour des revendications ne saurait se justifier parlant donc des partis de l'opposition, s'ils ne prennent déjà leurs responsabilités. Une chose est sûre, seul le peuple détient le dernier verdict, conclut Malcolm Azan. Dernier commentaire, Christian Dorego dit c'est juste une manière de consolider et de fédérer les actions de la mouvance présidentielle en ce moment où la tempête est au nez de cette mouvance-là. Voilà, Rodrigue Eman Amengan, chers amis, les commentaires des internautes sur la question politique de ce matin. Merci beaucoup à vous, Maurice Tantan. Merci pour ces avis relayés. Vous passez une excellente journée de lundi. Merci à vous. Bonne semaine de travail à vous. Juste après vous, on va recevoir Morgane Assoba Metondi, consultante en géopolitique, pour ouvrir la page internationale de cette émission. Avec lui, nous allons évoquer la question du Mali. Morgane, venez avec nous, s'il vous plaît, pour parler évidemment du Mali et de l'Iran. L'Iran qui a frappé Israël en guise de représailles à cette attaque menée contre son consulat à Damas, bien évidemment. Alors, Francis Eloge-Attalé, mais avant, je prends l'avis Alphonse Maurice-Soudé sur la question du Mali. Il y a tout juste une semaine, on en parlait d'ailleurs sur ce plateau, le Mali qui n'est toujours pas encore prêt pour les élections. Aujourd'hui, le président de la transition, Assimi Goïta, suspend les activités de tous les partis politiques et les activités à caractère politique de toutes les organisations de la société civile. On est en train de foncer droit dans le mur. Non, vous savez que le 26 mars dernier, on devait normalement céder le pouvoir au civil, on devait déjà organiser les élections. Dès le lendemain, les partis politiques ont commencé par réclamer l'organisation des élections. Le président a estimé que les partis politiques dans leurs activités pouvaient mettre le pays dans une certaine instabilité, dans une provocation, et par conséquent, on a décidé de suspendre leurs activités. On a même demandé aux médias de ne pas relayer les activités des partis politiques. Bon, les Maliens vous disent qu'est-ce qu'on a pu gagner des partis politiques? Ils vous disent qu'est-ce qu'on a pu gagner des partis politiques? Si les partis politiques avaient bien géré le pays, on n'en serait pas là. Donc aujourd'hui, j'ai vu des Maliens saluer cette décision de Assimi Goïta et de son équipe qui disent tant que le pays ne sera pas stabilisé, tant qu'on ne serait pas sûr que la sécurité, tous les Maliens sont en sécurité, c'est pas la peine de permettre aux partis politiques d'organiser leurs activités. Bon, moi je dis, est-ce que c'est ça qui règle la question? On voit déjà là que finalement, il veut avoir une recomposition de la classe politique. Tant que Assimi Goïta et ses hommes ne vont pas atteindre leurs objectifs, Dieu sait c'est dans combien d'années, donc pour eux, c'est que le pays est toujours dans l'insécurité. Et tant qu'on n'est pas sûr que le pays est pacifié et sécurisé, on ne fera pas d'activité politique. Moi, ça me pose un problème. C'est pourquoi je dis aux partis politiques, quand vous avez l'opportunité de gérer le pouvoir, faites les choses dans les règles de l'art. Sinon, ça va nous conduire là. Nous sommes au Mali. Morgane Assoba Metondi, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Très positif. Cette situation au Mali, qu'est-ce qu'elle met en évidence? Elle met en évidence déjà la particularité du Mali pour ce qui est du leadership démocratique. Vous êtes dans un pays qui a des réalités et cela aussi attire l'attention sur la nécessité de traiter les situations au cas par cas. Lorsque vous prenez le cas du Mali, c'est un cas assez exceptionnel. Ce n'est pas une surprise que d'entendre les autorités du Mali parler de ne pas aller vers les élections à l'heure où nous parlons, parce que il y a un très bon moment que l'ensemble de ces pays qui font partie de ce qu'on appelle l'Alliance des États du Sahel ont pris l'initiative de ne que
se lancer dans une transition, dans une remise des pouvoirs aux civils que lorsqu'ils auront stabilisé la sécurité et rétabli l'effectivité gouvernementale sur quasiment l'ensemble de leur territoire. Et quand vous regardez la logique et vous appréciez aussi l'intégration qui se fait par ces États du Sahel, vous comprenez qu'un changement de leadership dans l'un des 3 États pourrait affecter de façon intrinsèque la dynamique d'intégration. Et donc, c'est de toute évidence qu'on n'assistera pas d'aussitôt à de pareilles transitions si l'objectif de cette initiative d'intégration n'est pas atteint. Mieux, vous regardez le choix des partenaires stratégiques. Les 3 pays ont décidé de se séparer de leurs partenaires traditionnels en matière d'assistance logistique, de stratégie militaire, de renseignement, et se tournent vers un partenaire qui semble aussi être partagé, qui est la Russie, et plein d'autres partenaires. Donc c'est une situation assez particulière, mais qui a des répercussions et des fondements qui vont au-delà du simple territoire du Mali, mais qui concernent l'ensemble de ces États, de l'Alliance des États du Sahel. Francis Lojatade, est-ce à dire qu'on est en train d'aller vers une situation où le pouvoir risque de demeurer encore quelques temps aux mains des militaires? Malheureusement, c'est ce que nous allons vivre, et puis c'est avec beaucoup d'amertume que je constate la situation, parce que je l'accompagne un peu à ce qui s'est passé au Tchad, où après la transition dynastique et les promesses qui ont été faites non tenues, Mahamat Idriss Déby est devenu en fait candidat, et il dit évidemment que lui va faire des formalités, malgré que le succès sera un échec, parce que l'autre a dit que c'est une formalité pour qu'il soit toujours président. Mais la situation au Mali, elle est préoccupante. Depuis 1991, depuis la chute de Traoré à aujourd'hui, on peut dire qu'il y a une faillite, en fait, des acteurs politiques. Et quand vous suivez le narratif, la plupart des acteurs qui parlent disent que Assimi Goïta, transition jusqu'en 2030, jusqu'en 2050. Je dis, mais c'est quoi cette affaire? Ça veut dire que la démocratie sera en vacances. C'est une récession démocratique. Puisque le discours est bien trouvé, tant qu'on n'a pas stabilisé, on n'ira pas aux élections. Le 22, en fait, en juillet 2022, on a dit on fait 2 ans de transition et on fait les élections en février, puis le 26 mars, on passe le pouvoir aux civils. Maintenant, après le 26 mars, les civils ont commencé par animer pour réclamer l'élection. La décision qui a été prise en conseil de ministres, un décret a été pris pour suspendre l'activité des partis politiques, des associations à caractère politique, et aussitôt, en même temps, la HAC, la haute autorité de la communication, a sorti un communiqué pour suspendre aussi les commentaires, la couverture médiatique des activités des partis politiques. Donc ça donne l'impression, évidemment, non seulement d'un musellement, mais d'un bâillonnement. Bon, mais on peut comprendre le contexte, parce qu'il faut tenir compte du contexte. Le contexte est celui de l'avènement des militaires d'une junte qui entend organiser autrement les partenariats, mais aussi la vie politique. Et le postulat est trouvé. Tant qu'on ne va pas réussir à pacifier le pays, il n'y a pas d'élection. Justement, mais il y a quand même aujourd'hui que la question de la sécurité est progressivement en train d'être résolue. Il y a cette victoire de prestige, ce symbole fort qu'on doit être en mesure, on va dire, honnêteté intellectuelle oblige de reconnaître à la junte au pouvoir la prise de Kidal aux mains donc des terroristes depuis bien longtemps. Les militaires au pouvoir ont repris cette ville symbolique aux mains donc des djihadistes qui, jusqu'à un passé récent, foutaient encore le trouble dans cette région. Oui. Quand on a fait ça, est-ce qu'on doit justement encore on va dire, tout gâter, comme on le dit dans un français trivial, en durcissant le ton sur les questions de liberté? Non, la junte estime que ce n'est pas suffisant. Prendre Kidal ne veut pas dire qu'on a sécurisé tout le pays, parce qu'ils estiment que, vous savez, quand on veut faire la campagne électorale, on passe de rue en rue, et ça peut donner l'opportunité aux djihadistes d'intégrer ces mouvements-là et de faire des attentats. Donc, ils estiment que tant qu'ils ne vont pas sécuriser le pays... Est-ce que ce n'est pas un alibi? Mais oui, c'est un alibi, c'est un prétexte. Ça veut dire qu'ils ne sont pas prêts à laisser le pouvoir. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Parce qu'il a suffi que le 26 mars, que les civils réclament
les élections pour dire, vous aviez promis organiser les élections, remettre le pouvoir civil, mais on est à date échue, vous ne réagissez pas. Les militaires n'ont pas aimé ça. Systématiquement, le communiqué est tombé. Après, on a demandé à la Hague de suspendre. Donc, déjà, on est en train de dresser le lit à une forme de dictature, parce que bientôt, on va interdire beaucoup de choses. Parce que eux, ils estiment pour eux, la seule chose qui intéresse, c'est qu'il faut pacifier le pays. Et ça va durer jusqu'à quand? On ne nous donne pas un délai. Ils peuvent faire 15 ans, 20 ans, tant que pour eux, dans leur conception à eux, le pays n'est pas pacifié. Il ne faut pas permettre aux partis politiques de dire il faut arrêter ça, parce que ça peut faire école ailleurs. Ça peut faire école. Morgan Assoua, mettons dit, quelle est la porte de sortie aujourd'hui pour les Maliens? Ils ne semblent pas particulièrement, dans leur immense majorité, être inquiétés par ce virage que prend la junte. Vous venez tout de suite de désigner la porte de sortie. La porte de sortie, c'est bel et bien le peuple. Et quand on parle de démocratie, c'est le peuple qui donne la direction de la démocratie, ce qui me permet de nuancer un peu le qualificatif de récession de la démocratie. Le débat sur la démocratie doit être relancé même dans toute la sous-région. Pourquoi? Parce que est-ce que l'essence même qu'est le peuple, lorsque cette essence décide d'accepter ce qui paraît institutionnellement non acceptable, est-ce qu'on ne peut pas permettre de laisser cela être expérimenté? Est-ce que cela s'inscrit en foi à la démocratie? Je pense qu'il faudrait rediscuter de cet aspect, parce que vous avez l'impression aujourd'hui, quand vous regardez ce qui se passe au Mali, qu'il y a une partie du peuple assez considérable qui semble être d'accord avec ce qui se passe. Donc lorsque ce peuple-là, qui a une capacité à pouvoir s'imposer dans le choix stratégique des leaders, décidera de sonner la fin pour le régime en place, je pense que nous observerons et nous verrons ce régime-là prendre la direction qu'il faille pour permettre au peuple d'être épanoui. Mais tant que ce peuple va continuer à soutenir d'une quelconque manière, parce que Monsieur Soudé. Vous pensez aujourd'hui que la junte doit sa légitimité au soutien du peuple? Exactement. C'est cette légitimité-là qui fait qu'elle continue d'exister aujourd'hui, même après le délai imparti. Si c'était un régime démocratique, vous et moi savions que déjà même au soir de ce jour-là, de ce 26, peut-être les citoyens seraient déjà dehors. On a vu tout ce qui s'est passé de l'autre côté du Sénégal avec la détermination du peuple dans les rues. Très bien. Allez, on va suivre et observer cette situation malienne de très près, en espérant évidemment que le dénouement soit assez heureux et que cela intervienne très vite. Oui. Le contexte qui est paradoxal, c'est qu'ils sont dans le dialogue où il faut reconstruire en fait l'unité nationale. Mais pendant ce temps, on prend des actes qui divisent à nouveau. C'est tout le paradoxe. Très bien. Donc, et espérer que ça ne fasse pas cas d'école dans d'autres pays, notamment ceux de l'Alliance des États du Sahel, qui ont une ligne assez dure. Il y a le communiqué donc de l'Union africaine qui demande un renouvellement, enfin on va dire un retour à l'ordre constitutionnel, mais c'est resté vraiment sans écho du côté de Bamako. À la limite, on n'a pas envie de le dire, mais c'est comme si on s'en foutait pas mal. Allez, messieurs, on en vient à présent à la question de l'Iran. C'est l'actualité qui a retenu tout le monde, qui a pris de court tout le monde ce week-end. Certes, Morgan, l'Iran avait prévu qu'elle agirait dès que son consulat a été frappé, faisant plusieurs décès, des hauts gradés de l'armée en l'occurrence. Attaque attribuée à Israël, pas revendiquée, mais attribuée à Israël. Mais l'Iran avait déjà annoncé qu'il allait riposter. Oui, c'est une annonce qui fait, et quand vous regardez tout le scénario, vous comprenez que la riposte n'était pas forcément faite pour nuire de façon énorme à Israël. C'était une nécessité souveraine. Vous savez. Une question d'orgueil, de fierté. Voilà. Et pour le moment, on s'en tient à cela. Mais si d'aventure, et l'Iran l'a dit, Israël se permettait de répondre à cette attaque, on pourrait se retrouver dans une situation assez complexe et compliquée, qui ne serait pas dans les intérêts même des États-Unis, qui soutiennent naturellement Israël, mais qui ont quand même... Et pour la petite histoire, l'Iran aurait informé les États-Unis
de ce qu'il prévoyait frapper Israël. Exactement. Et depuis plusieurs semaines, il semblerait que les États-Unis avaient déjà averti Israël de cette potentialité ou cette possibilité-là. Francis Olojatale, deux amis devenus ennemis jurés après la révolution et qui se regardent aujourd'hui, la révolution des ayatollahs bien sûr, hein, et qui se regardent aujourd'hui en chien de faïence. L'Iran a toujours été accusé de soutenir non seulement le Hamas mais aussi le Hezbollah du Liban pour semer des troubles au sein de l'État hébreu. Aujourd'hui, on a peur que cette frappe, cette riposte de l'Iran ne crée une escalade. Mais écoutez, il faut faire attention parce qu'il y a une guerre informationnelle qui fait qu'évidemment, on conditionne la réflexion chez la plupart des analystes et même des journalistes. Ce qui se passe, c'est plus profond que ça. Mais on ne peut pas faire toute l'histoire. Mais écoutez, le 1er avril, pourquoi Israël a-t-il frappé bien sûr, c'est pour ça on a remis. Bon. C'est pourquoi on parle de riposte. On ne parle pas d'attaque. Depuis, oui. Je n'ai pas parlé d'attaque. J'ai parlé de riposte de l'Iran. Oui, mais quelle a été la conduite de la communauté internationale? Parce que face à ça, il fallait réagir pour éviter qu'il n'y ait une conflagration générale dans la sous-région. Nous savons que le Moyen-Orient, par les études, était prédit pour être la poudrière du XXIe siècle. Et on sait évidemment que depuis un moment, la plupart des États sont en train d'augmenter leur budget de défense. Et on se dit évidemment que ces États ont l'arme nucléaire qui sanctuarise leur territoire. Or, si jamais on va à une guerre, mais écoutez, ce soit une guerre nucléaire, et dans ces conditions, rien ne poussera au sol. Les vivants envieraient même le sol des morts. Donc il faut faire en sorte qu'on n'aille pas à une guerre planétaire puisque ça va s'internationaliser. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut une diplomatie active. Parce que depuis un moment, depuis 1948, que Israël a été créé, on a compris que le voisinage a été difficile. Et l'État islamique, l'Iran, c'est un grand pays. Les Américains savent bien. Je sais bien de quoi je parle. C'est pourquoi les Américains disent qu'ils ne veulent pas du tout frapper l'Iran. Et ce qui choque l'Iran davantage, c'est que parmi les personnes touchées et décédées lors de l'attaque du consulat à Damas, il y a celui qui pilotait le projet donc sur l'arme nucléaire, un peu comme la tête de gondole, la tête pensante du projet. En interrogeant évidemment les reportages, vous allez voir que à la frappe de Damas, en fait du bâtiment iranien à Damas, en fait du consulat, il y a eu 16 morts. Mais ici, il n'y a pas eu de mort parce que les drones... On parle d'une petite fille blessée. Bon, ça veut dire quoi? C'est pas comparable. Donc, les drones n'ont ciblé, les 300 drones, l'autre là, n'ont ciblé que les bases militaires. On n'a pas ciblé les sites civils, les bases, en fait, là où il y a les communautés humaines. Ça veut dire qu'apparemment, c'est juste un avertissement. Ce n'est pas pour nuire, c'est pas une guerre massive et brutale. Ça veut dire que l'Iran... Vous pensez qu'Israël va réagir à cela? Les Israéliens, les connaissant, je crois qu'on sait bien. Mais les États qui vendent les armes, dès que la France a un contrat d'armes avec Israël, les États-Unis, depuis un moment, mais ces États savent bien que l'Iran a aussi ses alliés. Nous sommes dans la géopolitique internationale où la guerre, en fait, parce que le Proche-Orient et le Moyen-Orient doivent être mieux gérés diplomatiquement pour que notre planète n'aille pas à la 3e guerre mondiale. Et c'est ce qui est en train d'être craint aujourd'hui. Une escalade du conflit, donc conflit Israël-Iran risque d'embraser le monde entier. C'est clair, et vous connaissez la politique de l'Israël, tolérance zéro. Israël, c'est tolérance zéro. Donc, forcément, ils vont réagir. Les connaissants, ils vont réagir et c'est des attaques ciblées parce qu'ils ne peuvent pas accepter ça. Ils ne peuvent pas accepter. Donc, je dis, il faudrait que les pays, il vaut mieux qu'on se lève tôt. Sinon, nous allons directement. Vous savez qu'il y a longtemps qu'on est en train de côtoyer la 3e guerre mondiale. Et l'Israël n'accepte pas qu'on attaque ses biens, son sol. Donc, ils vont réagir, ils vont préparer leur riposte. C'est Israël qui a attaqué en premier. Mais oui, quel que soit. L'Iran a riposté. En temps normal, on devrait s'en arrêter là. Non, on devrait suivre la logique. Oui, la logique, d'accord. Mais si vous connaissez aussi les Israéliens, ce n'est pas des gens qui comprennent très vite quand ils sont décidés à aller au bout, ils iront au bout. Donc je crois que la diplomatie doit être très offensive, sinon nous allons nous engager dans une 3e guerre mondiale. Alors, Morgan Assouba, on sait que depuis que le Hamas a attaqué Israël, l'Iran a toujours été suspecté d'être derrière, d'être la force armée, le bras armé du Hamas. Oui, ce ne sont plus des suspicions, c'est une réalité parce que à un moment donné, l'Iran même a
assumer son implication dans tout ce qui est en relation avec le Hamas, mieux même avec les outils du Yémen. Mais ici, nous sommes dans une situation un peu plus délicate où une réponse à cette riposte d'Israël serait suicidaire. Dans quel sens? Les États-Unis sont dans une période de transition démocratique où le président Biden n'a aucunement intérêt à se retrouver dans un autre foyer de tension, alors que le lien de collaboration qui existe entre les États-Unis et Israël font que si jamais Israël se retrouve dans une guerre, les États-Unis sont automatiquement impliqués. Donc on pourrait se retrouver dans le cas où Israël déciderait de se lancer dans une réponse et d'ouvrir une guerre, on pourrait se retrouver dans un cas où les États-Unis finissent par dire non à Israël. Et là, toute la région pourrait se retrouver à être impliquée. On parle des Arabes ici, qui pourraient décider de se retourner contre Israël, et les autres partenaires stratégiques pourraient saisir cette opportunité-là pour affecter totalement Israël. Et le plus perdant ici, c'est bel et bien le Premier ministre Benjamin Netanyahu, qui va se retrouver dans une situation beaucoup plus compliquée aujourd'hui, qui ne saura pas forcément dans quel sens aller, et peut-être va sonner le glas d'un changement de régime en Israël. On verra ce qu'il adviendra de ce conflit naissant entre Israël et l'Iran. Il faut dire que c'est la première fois qu'Israël est ainsi frappé depuis la guerre de 1967. On sait la force militaire que représente l'État hébreu dans le monde, donc personne n'ose généralement s'attaquer à Israël. Ils sont bénis pour faire la guerre. L'Iran a vraiment montré des muscles en envoyant ses drones, ses 300 drones sur le territoire sur le territoire israélien, pour montrer sa désapprobation donc de l'attaque contre son consulat à Damas. Merci beaucoup, messieurs, pour vos avis éclairés sur le sujet. Merci, Francis Lojatale. On se retrouve lundi prochain. Alphonse Moïse Soulé. Merci à vous, Emma. Morgane Assoba, très bientôt. Quand il s'agit des questions de géopolitique, vous êtes là pour nous apporter votre lecture, votre science de la géopolitique. Et son expertise. Et son expertise surtout. 5 sur 7 matin, on rappelle que Morgane a un cabinet qui forme les aspirants aux questions de géopolitique. Tu auras l'occasion de parler de Crachois pour qu'ils viennent déclarer ça ici. Absolument. 5 sur 7 matin, encore deux derniers rendez-vous, les sports de Blaise Adanko, avec lui on parlera de subventions aux fédérations, 8 milliards qui ont été versés donc aux acteurs de mouvements sportifs. Et juste après, Marcel Arronsi sera là pour la revue de presse. À tout de suite.